Je m'appelle le capitaine Eva Hall, 35 ans. Ma troisième mission vient de se terminer. Encore l'Irak. La même poussière, la même chaleur, les mêmes sacs mortuaires, fermés dans le silence. Mais cette fois, mon instinct m'a dit « Ne dis à personne que tu rentres ». Alors, je ne l'ai pas fait. Pas de SMS, pas d'appel, pas de photo de retour avec un filtre et un drapeau. J'ai bouclé mon pactage, rendu mon fusil et volé 22 heures pour regagner le sol américain sans un murmure. Au moment où mes bottes ont touché le trottoir devant la maison de mes grands-parents à Massonville, en Virginie, le soleil se couchait, bas et colérique, derrière les chênes. La lumière du porche était éteinte. C'était le premier mauvais signe. Le second? Personne n'a répondu à la porte. J'avais toujours ma clé. La même clé en laiton que grand-père m'avait donnée pour mes 13 ans. Si jamais tu as besoin d'entrer, elle fonctionnera toujours, disait-il. Et c'était vrai. La serrure a cliqué et je suis entrée dans un silence qui pesait sur ma poitrine comme une dalle de béton. La maison sentait bizarre. Pas le sale, pas le pourri, juste le vide, le creux, comme si personne n'y avait respiré depuis trop longtemps. J'ai appelé grand-mère. Rien. J'ai d'abord vérifié le salon. Impeccable, comme toujours. Couverture pliée, télécommande alignée avec une précision chirurgicale. Puis la cuisine, puis ses bottes de jardin près de la porte arrière, puis la chambre principale. C'est là que je l'ai trouvée. Elle était dans le lit médicalisé que nous avions installé il y a 2 ans après son AVC. Les mêmes draps bleus, la même taie d'oreiller à fleurs. Mais il y avait maintenant des machines, silencieuses, froides. L'oxygène sifflait par impulsion douce. Un moniteur clignotait d'un vert terne. Ses mains étaient inertes. Un œil était à moitié ouvert, comme si elle essayait de se réveiller mais n'arrivait pas à décider si cela en valait la peine. Pas d'infirmière, pas d'aide, pas de famille, juste elle, les machines et moi. Je suis restée là 5 minutes avant de pouvoir bouger. J'avais l'estomac noué, comme s'il était fait de sable, d'acier et de mauvais souvenirs. J'ai vérifié sa perfusion, essuyé le coin de sa bouche avec un mouchoir, ajusté sa couverture. J'ai chuchoté « C'est moi, grand-mère. Eva est à la maison. » Elle n'a pas bougé. J'ai regardé autour de moi. Pas une seule carte de vœux. Pas de verre d'eau. Pas de fleurs fraîches. Juste le silence. C'est là que j'ai sorti mon téléphone. Peut-être avais-je manqué quelque chose. Aucun message de maman. Aucun message vocal de papa. Juste une nouvelle publication Facebook datée d'il y a 1 heure. Les couchers de soleil à Cabo ne vieillissent jamais. Aucun regret. La vie de retraité. Enfin, libre. Mes parents, tenant des cocktails sur une plage, souriant comme s'ils n'avaient pas une mère avec un pied déjà dans la tombe. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a cessé d'être blindé comme un militaire pour devenir tranchant. Ce n'était pas de l'oubli, ce n'était pas de l'occupation, c'était de l'abandon. J'ai descendu le couloir, passant devant la vieille photo de grand-père dans son uniforme de la Navy. Il regardait droit vers l'objectif, comme s'il me regardait à travers le temps. Son coffre-fort était dans le bureau, le même qu'il gardait verrouillé quand j'étais enfant. Tout le monde pensait qu'il contenait des pièces d'or ou des documents secrets. Seuls lui et moi connaissions la vérité. Il me l'avait dit une fois quand j'avais reçu mon brevet d'officier. S'il arrive quoi que ce soit à moi ou à elle et qu'il ne se présente pas, ouvre le coffre, tu sauras quoi faire. Par il désignait bien sûr mes parents. Son propre fils et sa belle-fille. Je me suis agenouillée, j'ai tapé le code, mon numéro matricule. Le coffre s'est ouvert comme s'il n'attendait que ça. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe. Mon nom était écrit de sa main, en lettres capitales fermes. Eva, si tu lis ceci, c'est que j'ai eu raison de te faire confiance pour être ici. J'ai pris une inspiration, puis je l'ai ouverte, et j'ai senti le vent tourner. Il n'y avait pas d'argent liquide dans l'enveloppe, pas de clé, pas de numéro de compte offshore, juste du papier. 4 feuilles, pour être exact. 3 étaient dactylographiées,
Une était manuscrite. Les feuilles dactylographiées étaient du papier légal épais, notarié en bas, daté d'il y a 2 ans. Titre: Dernière volonté et testament de James Henry Hall. Le nom complet de grand-père, vétéran de la Navy, Seconde Guerre mondiale, fils d'un mineur de charbon de Virginie. Mari, père, homme trahi. Le testament était net, froid, sans excuse. Si mon fils et ma belle-fille ne sont pas physiquement présents dans les 12 heures suivant l'incapacité ou le décès de moi-même ou de mon épouse, ils perdent tout droit à l'héritage, financier ou autre. 12 heures. Grand-mère était sous assistance respiratoire depuis 3 jours. J'ai vérifié les dossiers de l'hôpital plus tard pour en être sûre. Dans un tel cas, tous les biens, liquides ou fixes, doivent être transférés à ma petite-fille, le capitaine Eva Hall, de l'armée des États-Unis, la seule personne de cette famille à respecter les valeurs d'honneur, de devoir et de présence. C'est ce mot qui m'a frappé le plus fort. Présence. Il n'a pas dit amour, ni loyauté, ni même sang. Il a dit présence. Parce qu'être là compte plus que de publier des photos avec des margaritas. J'ai fixé cette clause pendant longtemps. Mes doigts tremblaient, mais pas de choc, de reconnaissance. Il l'avait vu venir. Grand-père savait qu'il disparaîtrait quand cela compterait le plus. Pas par malveillance, mais par habitude, par égoïsme déguisé en soin de soi. Il disait toujours des choses comme « Nous avons mérité notre tranquillité » ou « C'est notre moment maintenant ». Comme si élever des enfants signifiait que l'on pouvait simplement effacer ses parents dès qu'ils devenaient encombrants. La 4e page, celle manuscrite, n'était que pour moi. Eva, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont échoué au test final. Ne te sens pas coupable. Ne discute pas. Ne négocie pas. Exécute simplement ce qui est écrit. Ils ont choisi la plage. Tu as choisi le chevet. C'est tout ce que le tribunal aura besoin de savoir. Post-scriptum. Le nom de l'avocat est Gregory Thorne. Son numéro est scotché sous le tiroir. Il attend cela. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste levée. J'ai marché jusqu'au bureau. J'ai décollé le dessous du tiroir supérieur et j'ai trouvé le numéro griffonné au feutre indélébile délavé. Gregory Thorne. Il a décroché à la 2e sonnerie. Capitaine Hall, a-t-il dit calmement, comme si nous nous étions parlé la veille. Votre grand-père m'a dit que si c'était vous qui appeliez, cela signifiait que les autres ne valaient pas un clou. Je suppose qu'il est temps. Il est temps, ai-je dit. Bien, a-t-il répondu. Je vais déposer la clause de déclenchement immédiatement. Vous n'avez rien d'autre à faire. Votre présence ici est une preuve suffisante. Je lui ai donné le numéro de fax de l'hôpital et j'ai raccroché. Puis je me suis rassise dans le bureau de grand-père, toujours en uniforme, toujours couverte de la poussière de l'aéroport, et j'ai attendu que la tempête commence. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 10 minutes plus tard, l'hôpital a appelé ma mère. 15 minutes après cela, j'ai entendu le premier bip sur mon téléphone, puis un autre et encore un autre. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le soleil ramper sur le mur comme s'il avait un meilleur endroit où être. J'ai regardé le moniteur de grand-mère pulser comme un battement de cœur lent qui refusait de s'arrêter pour l'instant. Après 2 heures, j'ai enfin regardé à nouveau mon téléphone. 189 appels manqués de ma mère, de mon père, de leur avocat, même de mon petit frère, celui qui n'avait pas appelé grand-mère depuis 6 mois, mais qui se souciait soudainement profondément de l'unité familiale. C'était presque drôle. Presque. Parce que quand les gens pensent avoir le contrôle, ils arrêtent de vérifier les serrures. Ils arrêtent d'être présents. Ils deviennent paresseux. Mais au moment où ce contrôle glisse, quand le testament n'est plus le leur, quand l'argent bouge sans leurs mains, c'est là qu'ils paniquent. C'est là qu'ils commencent à composer les numéros. C'est là qu'ils réalisent qu'ils n'ont jamais été le centre de l'histoire. Ils n'étaient que des figurants dans l'héritage de quelqu'un d'autre. Et moi, j'étais la seule à être restée assez longtemps pour tourner la dernière page. Le lendemain matin, j'ai préparé une cafetière dans la cuisine de grand-mère. La même bouilloire ébréchée,
la même porte de placard qui grince. L'odeur des dossiers et du vieux bois m'a presque fait croire que les choses étaient normales. Que peut-être, juste peut-être, je me réveillerais au son de ces hymnes fredonnés, pendant qu'elle casserait des œufs dans une poêle, en me disant que mes cheveux avaient besoin d'une coupe et que mon uniforme me donnait l'air trop fatigué. Mais les machines bourdonnaient toujours dans la pièce d'à côté. L'oxygène sifflait comme un dragon endormi, et mes parents étaient toujours à 3000 milles de là, sirotant des cocktails hors de prix dans des maillots de bain qui coûtaient probablement plus cher que les ordonnances annuelles de grand-mère. Ils n'étaient toujours pas arrivés. Ils n'avaient même pas réservé de vol, mais ils avaient appelé encore et encore. À 10 heures du matin, le compteur d'appels manqués avait dépassé les 180. Je n'en ai pas décroché un seul. Au lieu de cela, j'ai rencontré Gregory Thorne au bureau administratif de l'hôpital. Il était plus vieux que ce à quoi je m'attendais, peut-être la fin de la soixantaine. Un costume beige impeccable, des mains qui semblaient avoir autrefois manié des clés à molette. Un ancien marine, à en juger par le tatouage délavé qui dépassait de sa manchette. Il m'a accueilli comme si j'étais de la famille. James était un sacré bonhomme, a-t-il dit. Il vous faisait plus confiance qu'à l'oxygène. Nous avons examiné la paperasse ensemble. La clause de déclenchement était blindée. Mon grand-père n'avait pas seulement écrit un testament, il avait écrit un foutu manuel d'opération. Il m'avait préautorisé à prendre des décisions médicales pour lui-même et pour grand-mère en cas d'absence parentale. Il m'avait nommée exécutrice testamentaire, listé les comptes bancaires précis, les imprévus, et même un modeste don de 5000 $ au mémorial de guerre de Massonville avec les mots « Pour les oubliés qui sont venus quand même ». J'ai signé là où il fallait, calmement, sans avocat personnel. Grégory s'est occupé de tout. Et puis est venu l'appel qui a tout fait basculer. L'administration de l'hôpital a reçu la confirmation que mes parents n'arriveraient pas dans le délai requis. Leur raison, un conflit de voyage et une détresse émotionnelle. J'ai failli rire. Ils avaient eu 3 jours entiers, et pendant ce temps, ils avaient déjà publié 17 photos de cabots, croisières en bateau, queues de homards, selfies au spa, et une légende particulièrement odieuse qui disait « Apprendre enfin à vivre. Pas de culpabilité, pas d'obligation. » Pas d'obligation, hein? Eh bien, maintenant, ils n'avaient là plus de droits légaux non plus. À 11h32, je me tenais au chevet de grand-mère et j'ai signé l'autorisation de transition complète vers les soins palliatifs. Plus de machines, plus de tubes. Juste du confort et de la dignité. Ce qu'elle aurait dû avoir il y a des jours. J'ai tenu sa main pendant que l'infirmière retirait doucement la perfusion et tamisait les lumières de la chambre. Elle ne s'est pas réveillée, n'a pas tressailli, mais je jure que sa respiration s'est ralentie, s'est apaisée, comme si son corps savait enfin qu'il avait le droit d'arrêter de se battre. J'ai chuchoté « Je suis là, grand-mère. Je suis toujours là. » Et puis, je me suis assise et j'ai attendu. Ce n'était pas une scène dramatique. Pas de musique, pas de halètement, pas de larmes coulant sur sa joue, juste le silence et l'immobilité. Et puis, la paix. À 12h14, grand-mère Hall est décédée. Et 10 secondes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, j'ai décroché, juste une fois. C'était ma mère. Sa voix était aiguë, essoufflée, paniquée. « Eva, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Bordel !» « Elle est partie, ai-je dit froidement. « Quoi? Tu n'as pas le droit de prendre cette décision. C'est nous, la famille. » « Vous n'étiez pas là, l'ai-je coupé, pendant 3 jours. Nous étions à Cabo. Ton père avait besoin de repos. Tu ne sais pas ce que nous avons? » « Elle est partie, maman. » « Et le testament a déjà été exécuté. Tu peux appeler ton avocat ou tu peux appeler un thérapeute. Ça m'est égal. » Petite garce sans cœur. J'ai mis fin à l'appel et j'ai éteint le téléphone. Elle n'a pas rappelé, pas avant 1 heure. Et quand elle l'a fait, le décompte a recommencé. À 15h, 41 autres appels manquaient d'elle, de mon père, de leur avocat,
et de 3 numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement des cousins à qui il n'avait pas parlé depuis des années, soudainement préoccupés. Mais le commutateur avait déjà été actionné. Les documents étaient déposés, les comptes étaient verrouillés, la maison était à moi, les terres, les économies, le nom, tout avait changé de main sans un seul cri, sans une bagarre, sans un poing levé ni une porte claquée. Parce que la vérité est que le vrai pouvoir n'a pas besoin de hurler. Ils signent juste les papiers et laissent le silence faire le travail. Ils ont atterri le lendemain matin. Voiture privée depuis Dallas, bagages de créateur, lunettes de soleil trop grandes pour la tempête dans laquelle ils s'apprêtaient à entrer. J'ai entendu les pneus sur le gravier avant de les voir. De la fenêtre de la chambre de grand-mère, j'ai regardé mon père sortir le premier, la mâchoire serrée, les épaules rigides. Il plastronnait toujours comme s'il était encore aux commandes de quelque chose. Ma mère suivait derrière, téléphone à la main, aboyant déjà dedans. Ses lèvres bougeaient vite. Sa main libre s'agitait comme si elle chassait l'air. Probablement un avocat en ligne, ou son thérapeute, ou l'un de ses amis qui n'existe que pour le brunch et les ragots. Ils n'ont pas frappé. Bien sûr que non. Ils sont entrés comme s'ils étaient toujours propriétaires des lieux, comme si rien n'avait changé. Je suis restée assise dans le bureau de grand-père, des papiers devant moi, une tasse de café noir à côté d'une vieille lampe en laiton. L'enveloppe était toujours là, tout comme la photo de lui et grand-mère, tous deux en uniforme, prise en 1951. Ils avaient l'air fiers, fatigués, authentiques. Des pas. Puis la porte s'est ouverte. Ma mère est apparue la première. Elle ne m'a pas saluée, fixant juste l'enveloppe sur le bureau comme si elle l'avait personnellement insultée. Mon père se tenait derrière elle, silencieux, mais le visage rouge. « Tu n'as pas le droit », a-t-elle lâché. « Tu n'avais aucune autorité pour prendre cette décision. »« Vous aviez 3 jours, ai-je dit, 3 jours pour rentrer. »« Elle est morte seule. C'est votre faute. »« Tu crois que c'est une question de toi ? De ton petit fantasme d'uniforme et de contrôle ? » ?»« Non, » ai-je dit calmement. « C'est une question d'elle, de grand-père et de présence. Quelque chose que vous avez arrêté de faire il y a longtemps. » Mon père a parlé alors, d'une voix comme du gravier. « Tu fais une erreur, Eva. Cela sera annulé. J'ai déjà parlé à Michael. Nous allons porter plainte. » J'ai haussé un sourcil. « Tu veux dire Michael, ton avocat, ou Michael, ton partenaire de golf ? Parce que je doute que l'un ou l'autre puisse effacer un testament notarié, 2 horodatage hospitalier et une sacrée bonne mémoire. » James était sénile quand il a écrit ça, a sifflé ma mère. Non, il était furieux, ai-je corrigé, mais lucide, et j'ai la vidéo pour le prouver. Son visage s'est figé. Quelle vidéo ? J'ai fouillé dans le tiroir, j'ai sorti une clé USB et je l'ai jetée légèrement sur le bureau. Il l'a enregistrée il y a 1 an, adressée à quiconque contesterait le testament. Il a dit que s'ils ne pouvaient pas montrer leur visage quand ça comptait, ils ne méritaient pas un centime de son nom. Mon père a fait un pas en avant comme s'il allait essayer de la prendre. Je n'ai pas bronché. Essaie, ai-je dit doucement. Essaie de passer par-dessus ce bureau et de saisir quelque chose qui ne t'appartient plus. Sa main s'est figée en plein air. Il y a eu un moment de pur silence. Puis, il l'a abaissée. Ma mère s'est tournée vers lui, la voix brisée. Nous n'allons pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle ne s'en tire pas avec quoi que ce soit, ai-je dit d'une voix basse. Elle est restée. Vous êtes partis. C'est tout. Le visage de ma mère s'est tordu en quelque chose de laid, presque enfantin. C'était notre mère. Et ma grand-mère, ai-je dit. L'une de nous lui tenait la main quand elle est morte, l'autre s'enregistrait dans un spa. Petite vindicative. Elle vous a réclamé, l'ai-je coupé, à la dernière heure, espérant encore que vous viendriez. Cherchant encore des excuses pour vous. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis juste restée assise là parce qu'elle n'avait pas besoin d'excuses. Elle avait besoin de sa famille.
Ils n'ont pas parlé. Pas pendant un moment. Ils sont juste restés là à encaisser ou à essayer de comprendre comment retourner la situation. Finalement, mon père s'est détourné. Pas par honte, mais par calcul. On pouvait voir les engrenages tourner. Ils n'ont pas pleuré. Ils ne se sont pas excusés. Ils sont juste sortis de la pièce. La porte n'a pas claqué. Pas de théâtralité. Juste le petit clic du sentiment de supériorité qui quitte le bâtiment. Plus tard cet après-midi-là, leur avocat m'a appelé directement, proposant une médiation. J'ai refusé. Ils ont essayé de déposer une requête pour contester le testament le lendemain, invoquant une détresse émotionnelle. Grégory s'en est occupé avant le déjeuner. Le tribunal a rejeté la requête avant même qu'elle n'atteigne une audience. Aucun fondement, ont-ils dit. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. Mes parents avaient engagé une firme de relations publiques pour rédiger une déclaration affirmant l'éloignement et les abus de mes grands-parents, se peignant en victime d'un patriarche autoritaire et d'une fille émotionnellement distante. Je n'ai rien publié, rien dit. Je n'en avais pas besoin. La vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle reste juste sur ses positions et attend que les mensonges pourrissent au grand jour. Et donc, je suis restée dans cette maison, j'ai nettoyé la chambre d'amis, donné la garde-robe de grand-mère à l'église, je me suis assise derrière sur le vieux banc où grand-père fumait et me racontait des histoires de guerre. Le silence n'était plus vide. Il était mérité. 3 mois plus tard, j'ai été assignée en justice. Ils étaient allés jusqu'au bout. Procès formel devant le tribunal de l'État. Influence indue, coercition sur personne âgée, demande d'exécution frauduleuse. Du grand spectacle. Le genre de langage qu'on utilise quand on ne peut pas gagner sur les faits, alors on lance des mots comme des fléchettes en espérant que l'un d'eux se plante. Grégory a juste gloussé quand je lui ai tendu l'enveloppe. Ils sont désespérés, a-t-il dit en feuilletant les pages. Ils n'ont aucun dossier, mais ils veulent pour faire du bruit. J'ai hoché la tête. Laisse-les faire du bruit. J'apporterai le silence. La date du procès a été fixée. Mi-juin, petit palais de justice du comté. Pas de jury, juste un juge, un greffier, et le peu de dignité qu'il pouvait encore rassembler. Je portais mon uniforme ce jour-là, pas pour les sbroufs, juste parce que c'était juste. Il sentait encore la poussière du désert et les sols d'hôpitaux. Je ne l'avais pas nettoyé. Je ne voulais pas. Ils sont arrivés flanqués de 2 avocats et d'un 3e gars dans un costume à $2000, qui avait l'air de se prendre pour l'homme le plus intelligent de la pièce. Il a essayé de me sourire. Je ne lui ai pas rendu son sourire. Quand le juge a demandé les déclarations d'ouverture, leur avocat a versé dans le mélodrame. Le capitaine Hall, bien qu'étant une soldate admirable, a utilisé sa présence lors d'un moment de tragédie familiale pour manipuler ses grands-parents afin qu'ils déshéritent leur fils unique. Elle les a isolés, a fait pression émotionnellement sur eux. Nous pensons qu'elle a exercé une influence indue à un moment où ils étaient le plus vulnérables. Il s'est rassis comme s'il venait de prononcer le discours de Gettysburg. Le juge n'a même pas scié. Grégory s'est levé ensuite. Pas de grand discours, votre honneur, juste les faits. Il s'est approché, a branché une petite clé USB et a lancé la lecture. L'écran s'est allumé. C'était grand-père assis dans son fauteuil inclinable, son même cardigan gris, sa même couverture à carreaux bleus sur les genoux. Il a regardé la caméra avec ses mêmes yeux bleu azur sous lesquels j'avais grandi. Si vous regardez ceci, c'est que je suis probablement mort ou proche de l'être. Alors, passons les politesses. Il s'est penché en avant. J'ai écrit le testament moi-même, chaque mot. Personne ne m'a dit quoi dire. Personne ne m'a tenu la main. La fille qui lancera cette vidéo, le capitaine Eva Hall, est la seule dans cette famille qui comprend encore ce que signifie être là quand c'est difficile. Mon fils, que Dieu le bénisse, est trop occupé à jouer au golf. Sa femme ne peut pas rater un massage. Ils diront que j'étais confus, que j'ai été manipulé. Laissez-moi être clair. J'ai plus de clarté mentale que la plupart des membres du Congrès. Et s'ils n'étaient pas là quand leur propre mère mourait, ils ne méritent pas la poussière sous ses ongles. Il a regardé droit dans l'objectif. Eva,
C'est la guerre. Mais je t'ai entraîné pour ça. Tiens la ligne. Puis l'écran est devenu noir. Silence dans la salle d'audience. Un vrai silence. Le genre qui se serre autour des gorges et met quiconque au défi d'avaler sa salive. Le juge s'est tourné vers leur avocat. Avez-vous quelque chose pour contredire cette vidéo? Des dossiers médicaux, des déclarations de médecins, n'importe quoi d'autre que des théories? Leur avocat a brassé des papiers, les a retournés, a cligné des yeux. Votre honneur, nous pensons que la vidéo est chargée d'émotions. Mais c'est un non. Puis Grégory s'est levé à nouveau. J'ai un témoin à appeler. Le capitaine Eva Hall. Je suis montée à la barre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas prêché. J'ai dit la vérité sur la nuit où je suis rentrée. Les machines, la maison vide, la publication Facebook, le silence. J'ai décrit les derniers instants de grand-mère, sa main froide dans la mienne, le léger soulèvement de sa poitrine, le dernier soupir de quelqu'un qui avait attendu juste assez longtemps pour être vu. J'ai terminé par la phrase qui importait le plus. Je n'ai pas demandé à hériter de quoi que ce soit. Je suis juste restée, et eux ne l'ont pas fait. Le juge m'a remercié. Pas de contre-interrogatoire. Il a pris 10 minutes dans son bureau. À son retour, il a lu un document qui ferait partie du dossier public. Ce tribunal ne trouve aucune preuve de coercition ou de fraude. Les déclarations du défunt sont cohérentes, intentionnelles et accablantes. L'absence des demandeurs pendant les derniers jours de leurs parents parle plus fort que n'importe quelle mémoire juridique. Le capitaine Hall est l'exécutrice légitime et l'unique bénéficiaire. Affaire classée. Pas de fanfare, pas de coup de marteau, juste la vérité sur papier. À l'encre. Alors que je me levais pour partir, ma mère a sifflé entre ses dents. Tu le regretteras. Je l'ai regardé une dernière fois. Pas avec colère, même pas avec pitié, juste avec cette clarté froide et détachée que l'on a quand on voit enfin de la moisissure pousser derrière un mur et qu'on se demande depuis combien de temps elle pourrissait là, derrière la peinture. Je le regrette déjà, ai-je dit. Chaque anniversaire où tu l'as oublié, chaque fête que tu as manquée, chaque fois qu'elle me demandait si tu appellerais et que je mentais. Puis j'ai tourné le dos. J'ai quitté le tribunal sans me retourner. J'ai réemménagé dans la maison pendant un temps. Pas pour toujours. Je n'avais pas ma place dans ce quartier endormi de retraités et de trottoirs fissurés. Mais je ne pouvais pas partir tout de suite non plus. Il y avait quelque chose d'inachevé ici. Le genre de calme qui ne semble pas vide, juste en attente. J'ai gardé la chambre de grand-mère telle qu'elle. J'ai plié sa couverture, arrosé ses violettes, laissé la chaise près de la fenêtre intacte. Certains matins, je m'asseyais là, un café à la main, laissant le soleil ramper sur le plancher comme il l'avait toujours fait. Je pouvais presque entendre sa voix, basse, chaude, m'appelant encore, Evie, comme si j'avais 5 ans. Ils ont arrêté d'appeler après le jugement. D'abord, ce fut le silence de mes parents, puis un filet de venin en ligne. Pas d'eux directement, bien sûr. Ils n'étaient pas si courageux. Mais de leur entourage, des cousins éloignés, des amis de la famille, des gens que je n'avais pas vus depuis mes 12 ans, qui avaient soudainement des avis sur la loyauté et l'héritage. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai passé mes journées à fouiller dans le bureau de grand-père. Lettres, journaux, reçus de 1983. Il gardait tout, mais pas par sentimentalisme, par précision. De la même manière qu'un homme entraîné à compter ses balles compte aussi ses bénédictions. Un matin, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Une boîte étiquetée « Pour le repli ». À l'intérieur se trouvait son drapeau funéraire, celui de ses funérailles dans la Navy, parfaitement plié en triangle et enveloppé dans du plastique. Et en dessous, une note. « J'ai déjà eu mes honneurs. Ne m'enterre pas à nouveau. Donne ceci à quelqu'un qui se souviendra de ce que cela signifiait. » J'ai fixé ce triangle d'étoiles et de rayures pendant longtemps. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à Arlington. Je me suis garée juste avant le coucher du soleil. J'ai marché à travers les rangées de gravier silencieux qui craquaient sous mes bottes jusqu'à ce que je trouve sa pierre tombale. James Henry Hall,
Premier maître, US Navy, 1923-2004. L'honneur avant le confort. Je suis restée là jusqu'à ce que le ciel devienne lavande. Puis je me suis agenouillée et j'ai placé le drapeau sous son nom. Pas de mots, pas de prière, juste une présence. Je n'ai pas remarqué l'homme avant qu'il ne parle. Vous étiez à lui. Je me suis retournée. Un vieil homme en fauteuil roulant, veste en cuir, casquette délavée où l'on lisait USS Missouri. Ses yeux étaient vitreux mais vifs. « J'étais sa petite fille », ai-je dit. Il a hoché la tête lentement. J'ai servi sous ses ordres. Corée, 1951. Le plus dur gaillard que j'ai jamais connu. Nous avons parlé pendant 10 minutes du navire, des exercices, de la fois où grand-père avait collé une droite à un lieutenant qui essayait d'accoster ivre. Il a pris 1 semaine de cachot et une standing ovation, a dit l'homme en riant. Je lui ai donné le drapeau plié. Il m'a regardé comme si je lui avais tendu de l'or. Ce n'est pas à moi de le garder. Je pense qu'il voudrait que vous l'ayez, ai-je dit. Quelqu'un qui se souvient. Il a cligné des yeux 2 fois, m'a salué. J'ai rendu le salut. Puis, je suis partie. De retour à la maison, j'ai vidé le dernier placard. J'ai trouvé une boîte à chaussures pleine de mes dessins d'enfance. L'un d'eux représentait une version de moi, en uniforme, debout à côté d'un homme aux cheveux gris avec un énorme drapeau américain derrière nous. J'avais griffonné en dessous « Je te protégerai quand tu seras vieux grand-père ». Je ne me souvenais pas l'avoir dessiné, mais je savais que c'était vrai. Je l'ai protégé, lui et elle, même si cela signifiait couper les ponts avec mon propre sang. Même si cela signifiait marcher seul. Parce que c'est ça, le silence. Le vrai silence. Cela ne signifie pas que vous avez perdu la partie. Cela signifie que vous y avez mis fin de façon permanente. Pas de réfutation, pas de manipulation. Juste la vérité qui reste debout, là où tout le reste s'est effondré. Et une fois que l'on a appris à vivre dans ce silence, on ne revient jamais au bruit. L'héritage n'était pas énorme. Quelques terres, la maison, quelques comptes d'investissement. Grand-père n'était pas du genre à accumuler les richesses. Il croyait que l'argent devait servir à quelque chose, pas rester là à ramasser la poussière et le ressentiment. J'ai vendu le condo en bord de mer qu'ils avaient laissé derrière eux, celui où mes parents allaient 1 fois par an, juste pour prendre des photos pour les cartes de vœux. Ils n'ont même pas remarqué qu'il était parti. Ils étaient passés à une nouvelle campagne, la sympathie publique. 1 mois après le jugement, mon père a publié une tribune dans un magazine en ligne pour les pères éloignés. Il affirmait que j'étais une petite fille militante qui avait lavé le cerveau de ses parents mourants pour qu'ils abandonnent leur fils unique. Il a même utilisé l'expression « prise d'otage émotionnelle ». C'était risible, mais je n'ai pas ri. J'ai sauvegardé le lien au cas où, parce que je connais les gens comme ça. Ils ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir réécrit le passé. Alors, j'ai commencé à construire quelque chose qui ne pouvait pas être réécrit. J'ai fondé la Fondation Hall 6 mois après la mort de grand-mère. Petite, locale, ciblée. Sa mission ? Fournir un soutien à domicile aux vétérans âgés qui n'ont pas de famille pour s'occuper d'eux. Infirmière, transport, conseil en deuil, garde d'honneur funéraire, tout est pris en charge, sans poser de questions. J'ai utilisé l'argent de grand-père. Sa maison est devenue le premier bureau de la Fondation. Son bureau, autrefois verrouillé, s'est transformé en un espace d'aide juridique et de préparation de testaments gratuits. Nous avons imprimé une brochure avec sa photo et cette même phrase qu'il avait griffonnée tant d'années auparavant, « L'honneur avant le confort ». Des gens sont venus, d'anciens Marines, des infirmiers de l'armée silencieux, un homme de la garde côtière qui n'avait pas parlé à sa famille depuis 20 ans, mais qui venait chaque vendredi juste pour boire du café brûlé et parler du temps qu'il fait. Ils m'ont raconté des histoires de familles brisées, de femmes mourantes, de visites à l'hôpital où personne ne venait, sauf un bénévole en gilet et un drapeau plié. L'un d'eux, Harold, un technicien radio de la Navy de 91 ans, a fondu en larmes quand je lui ai dit que nous couvririons son loyer et enverrions une infirmière 2 fois par semaine.
Il m'a tenu la main et a chuchoté. Je pensais qu'on avait fini de se souvenir de moi. Le journal local a fait un article sur nous. En première page. Une petite fille transforme la trahison en fraternité. La Fondation Hall au service des vétérans oubliés. Ma mère m'a envoyé une capture d'écran. Pas de mots, juste un point d'interrogation rouge. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait rien à dire. Ils avaient eu leur chance d'être présents, et ils ne l'ont pas saisie. 1 an plus tard, nous avons organisé notre premier événement du Memorial Day. Pas le grand rassemblement avec des drapeaux, des discours et des défilés. Le nôtre était différent. Une cérémonie tranquille dans le jardin de la vieille maison des Hall. 37 chaises pliantes, une table avec des porte-noms, une chaise vide devant avec la photo de grand-père et une seule étoile de bronze sur un carré de velours. Je me suis levée pour parler. J'ai dit la vérité sur la guerre, sur l'absence, sur la façon dont l'héritage n'est pas ce que l'on transmet dans son testament. C'est qui est là quand personne ne regarde. J'ai lu les derniers mots que grand-père m'a écrits. À la fin, ne te bats pas pour les applaudissements. Bats-toi pour ceux qui ne sont pas dans la salle pour applaudir. Quand la cérémonie s'est terminée, un homme s'est approché de moi en grand uniforme de cérémonie. Fin de la trentaine, un signe des cils, poitrine couverte de rubans. Il a dit « J'ai servi avec votre cousin, Michael. Il m'a raconté ce que votre famille a essayé de faire. » Je me suis tendue, prête pour une leçon de morale. Mais l'homme a souri, lentement et avec assurance. « Je suis sacrément fier de vous, » a-t-il dit. « Il faut du cran pour marcher seul. » Je visite encore la tombe tous les quelques mois. Pas par devoir, ni même vraiment par chagrin, juste pour voir comment ça va. Pour m'asseoir, respirer cet air pur et savoir que peu importe à quel point le monde devient bruyant, j'ai un jour choisi le chemin le plus difficile et je suis restée. Je suis restée avec la femme qui m'a élevée. Je suis restée quand les autres sont partis. Je suis restée assez longtemps pour tenir une main, signer un papier et porter un héritage que le sang seul ne pouvait pas mériter. Certaines personnes héritent de l'argent. Moi, j'ai hérité d'un but. Et contrairement à l'argent, un but ne s'épuise pas. Il grandit silencieusement. Comme l'honneur. Si cette histoire est restée en vous, nous ne vous demandons qu'une chose. Souvenez-vous d'elle. Pas pour l'uniforme, pas pour le combat, mais pour le silence qu'elle a gardé quand les autres hurlaient par-dessus la vérité. C'est Honor Line et nous racontons les histoires que personne d'autre ne racontera. Abonnez-vous si vous êtes encore là. Cela signifie que vous étiez censé l'être.